Bonjour, chers téléspectateurs. Fidèles à notre rendez-vous, nous nous retrouvons aujourd'hui, le samedi 14 septembre 2024, pour nos échanges. Nous en avons maintenant l'habitude. Nous essayons de commencer par faire quelques commentaires sur l'actualité nationale et internationale. Vous avez notamment vu tout ce qui s'est passé en Chine avec le forum qui s'est tenu là-bas. Et ensuite, vous avez vu la malheureuse nouvelle que nous avons subie hier avec ces jeunes qui sont morts noyés au niveau du Sénégal, qui nous font toujours penser à nos problèmes et surtout aux difficultés que nous avons à résoudre les problèmes de la jeunesse, surtout ceux de l'emploi, etc. Maintenant, si nous revenons au niveau du Congo, nous sommes dans un contexte tout à fait particulier qui est marqué vraiment par la souffrance et la misère. Le temps avait déjà été donné par le Premier ministre le 21 juin 2024 lorsqu'il répondait à une question et qu'il avait fait apparaître clairement que l'État avait des difficultés de trésorerie et que l'État avait des difficultés à payer les salaires, les pensions, les bourses. Enfin, l'État a des problèmes pour honorer ses engagements relatifs aux charges incompressibles. Mais en dépit de ça, je crois qu'il faut que nous essayons de faire un commentaire sur notre programme avec le Fonds monétaire, parce que c'est un cas tout à fait particulier. Nous avons réussi de façon successive 5 revues, mais nous constatons que nous allions vers la fin de ce programme et que le Congo ne va pas sortir de cette crise multidimensionnelle qui a un volet économique et financier extrêmement important. Nous avons également été perturbés, troublés par cette note que nous avons évoquée la dernière fois sur les défauts de paiement, mais qui nous fait penser en réalité au niveau de notre dette, à cette dette qui est insoutenable et qui est redevenue, comme on l'avait constaté à la conférence nationale, un obstacle au niveau du développement de notre pays. Mais nous tenons à insister un peu sur la date du 23 juillet, je prends cette référence, parce que le 23 juillet, après que les retraités menaçaient de faire un sitting pour réclamer le paiement de leur pension, à l'époque c'était, je crois, le mois de mai et de juin, et ils ont rencontré le Premier ministre qui avait pris un certain nombre d'engagements. Et on se rend compte aujourd'hui que ces engagements n'ont pas été respectés. N'ont pas été respectés parce qu'il était prévu qu'on paye un mois de pension avant le 15 août. Il a été payé bien après, promesse non tenue. Ensuite, il y a des engagements qui avaient été pris pour les pensions de juillet et d'août. Et là, nous sommes pratiquement au milieu du mois de septembre et nous nous rendons compte avec cette rentrée qui arrive que les retraités vivent une situation extrêmement difficile. Mais il n'y a pas que, c'est toute la société. La situation est véritablement difficile. Les Congolais sont en train de souffrir et il faut trouver les voies et moyens d'en sortir. On nous a parlé de la mise en place d'une commission ad hoc placée sous la responsabilité du Premier ministre et présidée par le ministre d'État Jean-Jacques Bouya. Ben, nous constatons au résultat que cette commission n'avance pas du tout. Et que lorsqu'on regarde les derniers paiements de salaire, ça s'est effectué au courant du mois de septembre. Et ensuite, nous apprenons qu'on n'a payé que les grandes villes, c'est-à-dire Brazzaville, Pointe-Noire et Djibouti, et que le reste du pays n'est pas du tout payé. Donc, nous sommes dans cette situation extrêmement difficile que nous connaissons depuis. Et nous constatons que cette fameuse commission qui devrait renflouer les caisses de l'État a peine à remplir, à obtenir ses objectifs. Et c'est véritablement dommage. Mais nous le regrettons d'autant plus que nous revenons, nous rabâchons devant le silence des gouvernants sur cette situation que nous reconnaissons et que nous dénonçons régulièrement. La lutte contre la corruption. Nous avons même appris que quelques personnalités jugées, semble-t-il, indélicates ont été interpellées au niveau de la centrale d'intelligence et de documentation, mais finalement, il semblerait qu'elles ont été sorties de là et la rumeur dit. Et c'est suite à des coups de fil que les responsables de la CID ont cédé. Et ça, à notre avis, ça pose beaucoup de problèmes parce qu'on ne peut pas continuer
à faire souffrir la population, alors qu'il y en a qui vivent dans l'opulence, dans l'arrogance, pas sur la base des moyens loyalement obtenus, mais sur des questions de corruption, de détournement. Bref, la situation est véritablement difficile. Mais aujourd'hui, nous avons choisi de débattre sur un thème. Le thème que nous avons choisi se base sur le message du chef de l'État à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance, où il a abondamment parlé de la notion de responsabilité. Mais nous en avons été en plus été interpellés lorsque dans la grande interview qu'il a accordée, il a déclaré ce qui a retenu notre attention, qu'il va rendre compte le moment venu. Et c'est ça qui est important, parce que dans ce pays, on a le sentiment qu'on a du mal à assumer les responsabilités. On a du mal à rendre compte. On se rend compte même que les institutions ne fonctionnent pas normalement, surtout en ce qui concerne le Parlement, sur le contrôle de l'action du gouvernement. Et nous avons choisi de nous pencher aujourd'hui sur la notion de responsabilité en nous intéressant sur l'engagement pris par le président de la République de rendre compte, et les Congolais attendent véritablement ce moment. Maintenant, pour ce volet sur lequel nous allons essayer de nous pencher, rendre compte, nous allons commencer par un point extrêmement important. C'est la violation de façon flagrante, dans l'impunité totale des lois et règlements de la République. Et je vais certainement en choquer plusieurs lorsque je vais dire d'entrée de jeu que la situation du Congo de ce point de vue est préoccupante, parce que le président ne respecte pas le serment qu'il a prêté. Et je tiens à rappeler que l'on prenne l'article 69 de la Constitution du 20 janvier 2002 ou l'article 77 de la Constitution du 25 octobre 2015, il est dit clairement que lors de son entrée en fonction, le président de la République prête entre autres serment de respecter et de faire respecter la Constitution, de garantir la paix et la justice à tous. C'est sur ces deux aspects principaux que nous allons essayer de nous pencher. Maintenant, quand je prends le premier aspect, je l'ai souvent dit, les gens ont souvent été préoccupés par ces déclarations que le président de la République ne respecte pas le serment qu'il a prêté. Et je me base sur un certain nombre d'arguments. Le premier argument que je dois rappeler aux Congolais, vous savez ce que nous avons vécu le 5 juin 1997, et vous savez qu'en octobre 1997, la Constitution du 15 mars 1992 a été abrogée. Un acte fondamental a été adopté qui prévoyait, semble-t-il, une transition de 3 ans qui en a finalement duré 5. Et au cours de cette transition, nous avons adopté la Constitution du 20 janvier 2000. Ce qui est important et que je vais relever à travers cette référence, c'est que l'article 48 de cette Constitution du 20 janvier 2002 stipule clairement que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique doit déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Et c'était très fort parce qu'il a été ajouté que l'inobservation de cette disposition entraîne la déchéance des fonctions conformément à la loi. Malheureusement, le constat est que depuis 2002, aucun acteur politique, aucun responsable d'une institution n'a déclaré son patrimoine conformément à la loi, ce qui est une violation extrêmement grave. Et on peut se poser la question, comment pendant autant de temps une telle situation peut perdurer? Et je vais essayer de vous faire un rappel. En fait, lorsque on a adopté la Constitution du 20 janvier 2002, il était entendu qu'au moment où le président de la République prêtait le serment le 14 août 2002, il devait être en conformité avec la loi. Mais pour qu'il soit en conformité avec la loi, il aurait fallu qu'il ait déclaré entre autres son patrimoine. Mais il n'a pas fait cette déclaration du patrimoine, pas seulement lui, mais y compris les membres de la Cour constitutionnelle, les membres de l'Assemblée, les membres du Sénat, les membres de la Cour suprême qui étaient présents. Aucun d'eux n'était en conformité avec la loi. Et le prétexte qui a souvent été évoqué, c'est que le texte d'application
de la disposition de l'article 48 n'était pas pris. Et moi, je trouve cette justification fallacieuse. Pourquoi? Mais parce que c'est pendant la transition que ce texte devait être pris. Et il y a des raisons qui font que ce texte n'ait pas été pris. Et moi, l'interprétation que je donne, c'est que ce texte n'avait pas été pris parce que les gens avaient privilégié l'enrichissement illicite. Ils voulaient d'abord s'enrichir énormément avant de vouloir l'appliquer. Mais quand ils ont pris le texte en 2019, comme quoi c'était le texte d'application de cette loi, malheureusement, l'essai qui a été fait en 2021 n'a pas permis que les déclarations de patrimoine soient faites conformément à la loi. Et c'est véritablement regrettable. Et l'un des aspects que nous notons d'ailleurs, c'est que le président de la République, déjà, au moment où il déclare, il prête son serment le 14 août 2002, il n'est pas en conformité avec la loi. Et depuis 2002 jusqu'à ce jour, et il faut que les Congolais comprennent, en 2002, le président a prêté le serment sans être conforme à la loi. Il l'a refait en 2009, il l'a refait en 2016, il l'a refait en 2021. Et on peut s'interroger en réalité sur le fonctionnement de cette démocratie qu'on dit qu'elle marche bien. En fait, elle ne marche pas bien. Les contre-pouvoirs n'existent pas et un certain nombre de dispositions ne sont pas prises. C'est le premier aspect que je vais aborder et que je tiens à porter à la connaissance des Congolais pour qu'ils soient toujours et toujours fixés là-dessus. Le deuxième aspect que je vais aborder, c'est que lors du congrès du Parti congolais du travail en décembre 2019, mais ce n'était pas la première fois, il y avait déjà eu une jurisprudence, les congressistes ont décidé unanimement de reconduire le président de la République comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire en fait président du Parti congolais du travail, en violation flagrante de l'article, de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution, qui stipule clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toute haute responsabilité au sein d'un parti politique. Et moi, en ce qui me concerne, sinon nous, en ce qui nous concerne, nous avons pris sur nous d'introduire un recours au fin d'une requête en inconstitutionnalité de l'élection qui avait abouti à l'élection du chef de l'État comme président du comité central du Parti congolais du travail. Nous nous sommes déjà suffisamment penchés sur cette question. Nous allons tout simplement dire qu'en réponse au recours qui a été introduit à la Cour constitutionnelle, cette institution a pris la décision numéro 005 DCC SBA 20 du 31 juillet 2020 par laquelle elle s'est déclarée incompétente. Et c'est là l'élément important. Parce qu'en se déclarant incompétente, elle a pris sur elle d'en faire une notification au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée, au ministre chargé de l'Intérieur et au ministre chargé de la Justice, ainsi qu'au premier ministre chef du gouvernement. Jusqu'à ce jour, pour un recours qui a été introduit en 2020, donc il y a 4 ans, ce problème n'a jamais trouvé de solution. Donc, en fait, ce qu'on peut déduire et on peut conclure, c'est que le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée, le premier ministre et les autres membres du gouvernement, ils savent qu'aujourd'hui, nous vivons des faits extrêmement graves et préoccupants, comme la violation dans l'impunité totale des lois et règlements de la République, parmi lesquels la Constitution, mais sans que ça ne fasse préoccuper qui que ce soit. Et on continue avec certainement la formule souvent utilisée, formule usuelle qui consiste à dire « allons seulement ». Est-ce qu'on peut se permettre à ce moment, à ce propos de dire « allons seulement » alors que les problèmes sont extrêmement préoccupants? Et on doit le dire, le président de la République ne peut pas être le président du Parti congolais du travail. C'est pour ça que nous allons assez souvent revenir là-dessus. Lorsque le président de la République a pensé qu'il allait rendre compte, nous pensons soulever aujourd'hui un certain nombre de préoccupations comme celle-là, sur lesquelles il devra expliquer aux Congolais pourquoi le président de la République ne respecte pas le serment qu'il a prêté, pourquoi il ne respecte pas la Constitution, pourquoi il ne fait pas
respecter la Constitution. Ce sont des faits suffisamment importants, d'autant que l'on dit assez souvent que la loi est Dieu, mais c'est la loi, que nul n'est au-dessus de la loi et que la loi doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Bref, voilà des situations à notre avis. Maintenant, l'autre aspect, toujours dans le cadre de la violation des lois et règlements de la République, je ne veux pas également beaucoup m'étendre là-dessus, puisque assez souvent j'interviens là-dessus. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Ce qui me surprend, c'est le silence observé par les acteurs politiques, par les responsables des partis politiques devant une telle situation, dans un contexte où on dit assez souvent que notre démocratie marche bien, mais j'ai mon point de vue là-dessus est connu. Le Congo est un pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature, lorsqu'on prend référence sur l'indice de démocratie qui est bien calculé pour les pays du monde entier et qui peut nous permettre de nous faire avancer. Donc, nous avons là une situation. Le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Et par rapport à l'article 31 de la loi 2012, 2012, je crois, de 2017, plutôt de 2017, du 12 mai 2017, ben, le Parti congolais du travail aurait dû être sanctionné. Et pourquoi il n'est pas sanctionné? Et c'est là où il apparaît une injustice, il apparaît un malaise, il apparaît la frustration. C'est comme si la loi, c'est la volonté de certains citoyens et qu'elle ne doit s'appliquer qu'à une catégorie de citoyens, alors que la loi doit s'appliquer à tout le monde et on devrait avancer. Donc voilà pour ce premier volet en ce qui concerne la violation flagrante des lois et règlements de la République. Et nous osons espérer que lorsque le président de la République rendra compte, il insistera et il expliquera certainement aux Congolais pourquoi il prend sur lui de violer la Constitution, de violer les lois et règlements de la République, alors que sa mission, c'était de veiller au respect de celle-ci. Le deuxième volet que nous allons aborder, qui est une conséquence du premier volet, c'est celui de la gouvernance électorale. Évidemment, avec ce que je viens de dire, les conséquences de l'inobservation des lois, du respect des lois et règlements de la République sur la gouvernance électorale, il est évident, à partir du moment où on ne respecte pas ces lois, parce que déjà, je peux signaler, et les Congolais doivent y réfléchir. Est-ce qu'il est normal que le président de la République soit président du Parti congolais du travail et que le président du Parti congolais du travail soit la personnalité qui organise les élections? Si chacun de nous réfléchit, est-ce que le président du Parti congolais du travail peut organiser une élection, lui, démocratique? Je dis non. Je dis non. Et ça, je crois que les gouvernants en sont véritablement conscients. Mais nous en sommes préoccupés parce que lorsque nous regardons, par exemple, un certain nombre de textes qui ont été pris par le ministère de l'Intérieur, j'en citerai un, je prendrai l'arrêté 13 205 du 21 octobre 2020 portant publication de la liste des partis pour l'année 2020. Quel est le parti qui est placé en tête? C'est le Parti congolais du travail. Donc, en fait, on place en tête un parti tout en sachant qu'il n'est pas en conformité avec la loi. Et ce n'est pas du tout une chose normale. Et c'est ça qui amène à dire, lorsqu'on rentre en profondeur dans ce problème de la gouvernance électorale, à la conclusion selon laquelle, depuis 2002, je dis bien depuis 2002, aucune élection libre, démocratique et transparente n'a été organisée dans le pays. Et c'est véritablement dommage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les élections qui ont été organisées dans le déni de la démocratie et dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. C'est un volet aussi au moment où les voix commencent à s'élever pour parler de 2026, d'un certain nombre de choses. C'est des éléments qui doivent être regardés et qui doivent être suivis de près pour que nous essayions d'avancer. Maintenant, le troisième volet sur lequel nous exhortons le président de la République à apporter la clarification là-dessus et nous pensons qu'il le fera lorsque le rendez-vous sera pris pour qu'il rende compte de son programme ou de ses actions, etc. Et ça nous préoccupe aujourd'hui, que nous sommes dans la situation économique et financière et surtout sociale que nous connaissons.
c'est la protection des responsables des scandales et crimes économiques et financiers. Ceux-ci ne sont nullement inquiétés, mais ils sont connus de tout le monde. À une époque, et j'ai suivi une vidéo du Premier ministre où il disait que on a des idées fixées, il y a plutôt la corruption se passe au niveau. Non, les dossiers, ils sont connus. Et pourquoi on observe cette impunité? Et assez souvent on dit, les cas ne sont pas connus. Et on ne peut pas se permettre de dire ça. Pourquoi? Mais parce que dans son discours d'investiture, je dis bien dans son discours d'investiture, le 14 août 2009, le président de la République a déclaré devant l'opinion tant nationale qu'internationale en disant ceci: je ne surprends personne en affirmant qu'en dépit des efforts multiples, le Congo n'est pas, hélas, exempt de corruption, de concussion, de fraude, de vol, de détournement et de tous les actes répréhensibles à l'accomplissement du bonheur collectif. Et il a conclu. Et là, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Depuis 2009, ça fait pratiquement 15 ans, jusqu'à aujourd'hui. Aucun n'a été inquiété. Ces responsables qui ont plongé le pays dans la crise se promènent tranquillement à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays. Et on a choisi, généralement, d'accorder une attention toute particulière à la traque des opposants, c'est-à-dire à la traque des gens qui n'ont pas la même vision que vous, qui ne pensent pas la même chose que vous, mais qui ont une vision différente. C'est très déplorable et c'est très regrettable. Et ça, c'est conforté par quoi? Mais c'est conforté par l'indice de perception de la corruption qui est calculé au plan mondial. Et pour cet indice, le Congo a un indice de perception de la corruption de 22 sur 100, véritablement médiocre. Sur le terrain, rien ne bouge. On a fait des déclarations en 2016, 2017. On a même abouti à la déclaration forte qui a été faite par le chef de l'État en 2018. Déclaration dans laquelle il disait que face aux délis économiques quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seule la loi prévaudra. Mais pourquoi sur le terrain, rien ne bouge? Pourquoi sur le terrain, rien ne bouge? Et en la matière, nous ne cessons de le dire. Les dossiers sont extrêmement nombreux. Et maintenant que nous connaissons une crise économique, financière très aiguë, mais c'est le moment de récupérer cet argent. Je prends plaisir à rappeler qu'il n'y a pas plus de 10 jours, le Gabon a récupéré 10 milliards de francs CFA dans le cadre de la lutte contre la corruption. Et je me pose la question, pourquoi au niveau du Congo? J'ai le sentiment que la fameuse commission présidée par le ministre d'État Jean-Jacques Bouya, qui a la mission de renflouer les caisses de l'État, ignore totalement la lutte contre la corruption. Je rappelle d'ailleurs, ce que je prends toujours du plaisir à rappeler. Le 9 décembre 2023, le président de la haute autorité de la lutte contre la corruption a annoncé, a déclaré qu'ils avaient fait, que cette institution avait fait près de 30 enquêtes et investigations, qu'on allait délibérer, qu'elle a reçu des plaintes, qu'elle a reçu des dénonciations et que les résultats de cette délibération allaient conduire à la saisine de la justice. 9 décembre 2023, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a absolument plus rien. Et après, on se plaint. Mais si nous acceptons le vol, comment pouvons-nous espérer aller au développement? Et comment pouvons-nous expliquer et justifier aux Congolais que le programme, le projet de société qui s'exécute dans notre pays est dénommé Ensemble poursuivons la marche, c'est-à-dire la marche vers le développement? Est-ce qu'on peut aller vers le développement tout en tolérant la corruption? Je dis non. Et il faut qu'un effort soit pris. Et là aussi, je crois que le président de la République et les autres gouvernants doivent expliquer aux Congolais qu'est-ce qui se passe exactement. Surtout que dans la plupart des cas, cet argent qui est dilapidé du trésor public se retrouve dans les pays comme la France, dans les pays occidentaux, à Dubaï, quoi, sous forme de biens mal acquis, sous plusieurs formes, biens immobiliers, etc. Et est-ce qu'on peut se réjouir? Mais en fait, on est dans un paradoxe.
On vient dire aux Congolais qu'on veut développer le pays, mais sur le terrain, le comportement, c'est pour amener le Congo vers la souffrance et la misère. C'est pour amener le Congo au sous-développement. Et ça, je crois que c'est des thématiques sur lesquelles le président de la République doit pouvoir expliquer aux Congolais qu'est-ce qui se passe exactement. À une époque, on déclarait que les dossiers n'étaient pas connus, qu'il n'y avait pas de plainte, etc. Non, arrêtons, arrêtons. Le cas le plus emblématique, c'est celui des excédents budgétaires. Et à ce propos, je rappelle que le 12 août 2006, le président de la République a déclaré devant le Parlement réuni en Congrès, c'est-à-dire devant l'aéropage des sénateurs et des députés, que grâce à l'embellie pétrolière, notre pays a enregistré des excédents. Que ces excédents étaient déposés dans un compte de stabilisation à la Banque centrale. Qu'aucun franc ne sortirait de ce compte sans la moindre loi rectificative. Et que chaque année, la Cour des comptes et des disciplines budgétaires allait faire un audit qui allait être rendu. Le président de la République, le temps est venu que le président de la République explique aux gens où se trouve cet argent estimé par CETA à 14 000 milliards. Comment expliquer que la Cour des comptes et des disciplines budgétaires n'ait jamais fait d'audit alors qu'elle est basée à Brazzaville, alors que le compte est logé à la Banque centrale? Il y a vraiment quelque chose d'incompréhensible. C'est tout ça qui amène à se poser la question. Où va l'argent du pétrole? Où va l'argent des mines? Où va l'argent du bois? Où va l'argent du Congo? Et pourquoi ce choix pour plonger les Congolais dans la souffrance et dans la misère? Mais ce type de dossiers sont extrêmement nombreux. Ils sont extrêmement nombreux. Je pense à une déclaration faite par un honorable député, mais ça me fait toujours souffrir, parce que ça a été fait lors d'une séance de questions orales au gouvernement, qui a révélé qu'il y avait de l'argent qui avait été débloqué pour une route imaginaire de 137 km. Nous parlons de route, mais absolument rien n'a été fait pour que cette situation puisse être clarifiée. Rien n'a été fait pour que cette situation puisse être clarifiée. On a parlé des malversations financières au fonds de soutien à l'agriculture. Et c'est le procureur de la République, qui a instruit le directeur général de la surveillance du territoire après la déclaration qui a été faite par le président de la République, comme quoi on avait débloqué de l'argent pour des résultats mitigés. Et à la suite de cette enquête, la direction générale de la surveillance du territoire est arrivée aux conclusions qu'il y avait des Congolais qui s'étaient servis, qui avaient pris de l'argent et qui n'avaient jamais remboursé. Un délai devait être donné. Un délai devait être donné. Et après ce délai, évidemment, les personnes impliquées devaient être présentées au parc. Plus personne n'a jamais été présenté au parc. Est-ce qu'on peut ne pas nous parler du dossier du Figaro, qui a fait parler de lui? Les gens sont passés, semble-t-il, devant la commission économie, finances et contrôle budgétaire au niveau de l'Assemblée nationale. Et on a choisi le silence total. Est-ce que c'est normal? On a parlé de 6 Congolais qui détiendraient 5 500 milliards dans les paradis fiscaux. Est-ce que c'est normal qu'on puisse observer un silence lorsqu'on découvre qu'il y a des compatriotes, surtout dans ce cas, qui détiendraient 1800, 1850, 2000 milliards? Est-ce qu'on se rend compte du mal qu'on fait au pays? Est-ce qu'on se rend compte qu'on est responsable d'avoir plongé le pays dans la souffrance? Et on peut continuer. Il y a une ONG qui a révélé que 160 milliards de francs CFA ont été détournés au ministère de l'Agriculture entre 2020 et 2022. Est-ce que les gouvernants peuvent expliquer le silence des institutions devant une telle rumeur? Quand je parle des institutions, je parle du gouvernement, je parle de l'Assemblée, je parle du Sénat. Les contre-pouvoirs, ils sont où? Pour l'opposition, je crois que nous, en tant qu'opposition extra-parlementaire, nous dénonçons, nous faisons. Mais nous constatons que nous ne sommes pas du tout entendus. On agit selon le principe le chien aboie, la caravane passe. Allons sur le mot. C'est semble-t-il ce qui est retenu
Allons seulement et enfonçons le pays dans la misère. Je ne vous mettrai pas également de parler des 25 milliards de francs CFA injustifiés dans le cadre de l'argent relatif à la pandémie de la COVID-19. Donc, vous voyez bien que ces cas, je n'énumère pas tous les cas, mais ces cas, ils sont véritablement connus. Et ces jours-ci, les Congolais sont perturbés parce qu'ils ont entendu parler d'un Congolais, semble-t-il, qui est devenu multimilliardaire, qui est agent du Trésor, qui construit, semble-t-il, à Damboma sur toute une avenue, qui pose des actes, etc. Et finalement, on apprend que la CID l'a libéré. Il semblerait, d'après ce que l'opinion dit, que c'est suite à des coups de fil des gouvernants. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est normal? Mais alors, pourquoi Colline Makosso vient après dire aux gens que les caisses sont vides, qu'il y a ceci, qu'il y a cela? Mais il faut que les gouvernants, en général, et les chefs de l'État en particulier, se rendent compte qu'ils ont plongé, ils ont choisi de plonger les Congolais dans la misère et dans la souffrance en faisant ce qu'ils font. Et à notre avis, ce n'est pas du tout très intéressant. C'est une bonne chose. Il ne faut pas, il ne faut pas perdurer et continuer dans cette voie parce que c'est la voie de l'autodestruction du pays. Je dirais même plus, c'est la voie du pourrissement de la situation. Et j'entends parler, on en parle. Peut-être que c'est le dialogue national qui n'est même pas formellement mis en place, c'est peut-être ce dialogue national qui nous amènera la magie qui nous aidera à sortir. Mais nous ne sortirons pas tant que du point de vue des mentalités, du point de vue des comportements, nous n'aurons pas intériorisé l'amour du pays, l'amour du prochain, le respect du bien public, le respect de l'argent. Et ça, nous attendons quand le président prendra compte pour que nous réagissions. Mais le problème qui va venir, ça ne vous surprendra pas après, celui que je viens d'évoquer sur la protection des responsables des scandaleux crimes économiques et financiers, c'est celui des terres. Les terres, nous entendons parler de manipulation politicienne, nous entendons parler de, on a donné des terres, je ne sais pas quel, tel pays, comme si les Congolais avaient résolu le problème du chômage des jeunes, comme si nous avons résolu le problème de l'autosuffisance alimentaire, comme si, à moins que ce soit un appel que nous faisons, aux étrangers, pour que ce soit les étrangers qui viennent travailler pour nous nourrir et que nous-mêmes nous baignons dans la paresse, dans l'impunité et qu'on n'essaye pas d'avancer. Donc, je crois, à mon avis, sur ce problème des terres, je fais partie d'un groupe de camarades avec lesquels nous avons suffisamment intervenu là-dessus. Mais nous pensons que ce dossier n'est pas clos. Nous pensons que ce dossier n'est pas clos. Premièrement, nous pensons que le gouvernement n'a jamais été capable de nous dire qui ment du Congo et du Rwanda. Il y a bien un pays qui ment. Parce qu'au Congo, on dit non, les terres n'ont jamais été vendues, les terres n'ont jamais été cédées. Et au Rwanda, on dit, l'ambassadeur est venu chercher des titres fonciers pour des terres que le Congo aurait données au Rwanda dans le cadre de la coopération sud-sud. On découvre sur la télévision rwandaise que les Rwandais ont visité 2 sites de terrain d'une superficie cumulée de 980 km², etc. Et ça discrédite le gouvernement d'Anatole Kouliné-Makosso, qui a choisi d'être dans le mensonge. Ça discrédite les gouvernants. Ça, c'est le premier. Le deuxième point sur lequel nous voulons insister sur cette question. Nous pensons que l'on ne peut pas utiliser les terres congolaises pour que le Rwanda obtienne les moyens financiers pour entretenir la guerre et perpétrer les massacres des populations à l'est de la République démocratique du Congo. Pour nous, à notre avis, ce n'est pas du tout acceptable. Et nous souhaitons que les gouvernants, et à l'occasion, je crois, quand le président de la République rendra compte, je sais que dans l'interview, le président de la République a parlé des rwandophobes. Non, les Congolais ne sont pas des rwandophobes. D'autant qu'en 1994, ils ont réservé un accueil chaleureux aux Rwandais qui avaient fui les génocides qui sont venus dans notre pays. Certains ont choisi d'y rester et il n'y a pas du tout de raison que nous soyons
rwandophobe. Non. Mais nous n'acceptons pas que le Congo soit occupé par les Rwandais. Et nous souhaitons que les gouvernants mettent en place une politique qui nous permette d'utiliser nos terres, non seulement pour produire et nourrir les Congolais, mais également pour produire pour l'exportation, etc. Le troisième point que j'aborde de ce point de vue sur le problème des terres, mais les gouvernants n'ont jamais pu trouver la réponse à la question qui se pose. Sur la base de quels critères et de quelles études ils ont choisi de placer, de localiser les Rwandais dans les zones, rien que dans les zones du sud du pays, qui ne couvrent qu'une superficie de 106 000 km², alors que le Congo a globalement 342 000 km². Et curieusement, ces zones sont les zones frontalières avec la RDC et avec l'Angola, laquelle RDC est en conflit armé avec le M23 et le Rwanda. Ce sont des questions véritablement pertinentes, parce que la vision que nous en avons, c'est qu'il faut que le Congo entretienne des relations de bon voisinage avec tous les pays voisins, surtout les pays voisins immédiats, comme la République démocratique du Congo, avec laquelle nous avons des relations historiques et séculaires, etc., qui se passent de commentaires. Nous partageons une très longue frontière et nous n'avons aucune raison que nous allions dans une vision, à notre avis, sous quelque prétexte que ce soit. Et je crois, j'ai fait une émission avec un frère rwandais qui est responsable de la voie des Grands Lacs. Mais ce qu'il m'a dit m'a donné la chair de poule. Lorsqu'il m'a dit qu'en fait, nous, les Congolais, nous sommes pris à la gorge parce que, ayant des difficultés financières pour payer les salaires et autres, nous avons pris des engagements au niveau du Rwanda, sur la base, semble-t-il, du coltan, sur la base de l'or, sur la base du diamant, et que nous sommes arrivés à un point où nous ne pouvons plus reculer. Mais il faut qu'il y ait la transparence vis-à-vis des Congolais. Il faut qu'il y ait la transparence. Parce que un frère africain qui est au Rwanda ne peut pas avoir cette idée, il ne peut pas l'avoir inventée. Surtout lorsqu'il ajoute que les Rwandais visent le port de Pointe-Noire, qu'ils visent l'exploration et l'exploitation tant minière que pétrolière. Mais c'est très préoccupant. Et qu'il ajoute que les Rwandais, pour sécuriser leurs investissements au Congo, semble-t-il, sont prêts, je ne sais pas s'ils l'ont déjà fait, à mettre en place un bataillon. Non, nous ne pouvons pas l'accepter et nous ne pouvons pas le tolérer. Donc, sur la question des terres, je crois qu'il y a des voix qui se sont levées. Je me suis même réjoui de ce que la société civile a écrit au ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger pour obtenir que l'ambassadeur du Rwanda soit déclaré persona non grata. Là encore une fois, nous observons que c'est l'islam, mais nous osons espérer qu'un jour, lorsque l'on rendra compte sur toutes ces questions, que tous ces problèmes seront abordés et que nous aurons une visibilité et qu'on pourra véritablement avancer. Maintenant, l'un des problèmes que je ne peux pas ne pas aborder et qui me préoccupe, qui nous préoccupe, c'est le problème du complot international. J'en parle beaucoup parce que Laurent Sokoko, président directeur général de la Sokoko Building, qui est basé à Luanda, qui travaille dans les domaines du pétrole et dans le domaine des pêches maritimes, que j'ai déjà vu être reçu à la présence de la République du Congo à travers l'Internet, mais a déclaré des choses extrêmement graves. C'est vrai que ces choses portent sur le fils du président, mais c'est un Congolais, c'est un citoyen comme tous les autres. Et qu'est-ce qu'il a déclaré? Et je reviens là-dessus parce que nous ne cesserons pas d'aborder ce problème. Il a déclaré qu'en 2017, lorsque Denis Christel Sassou Nguesso était responsable à la SNPC de l'aval pétrolier, il a effectué une mission en Angola dans le cadre de son travail. Mais en marge de ce travail, il a pu rencontrer le président Dos Santos
suite à des démarches qui avaient été menées par Laurent Sokoko. Et qu'au cours de cette rencontre, Denis Krissé et Sassou Nguesso auraient dit des choses qui sont préoccupantes pour les Congolais. Première chose, le président de la République, c'est-à-dire son père, ne travaille pas. Deuxième chose, les Congolais ne l'aiment pas. Troisième chose, il ne faut pas se fier aux apparences qu'il donne au plan extérieur. C'est des apparences et ce n'est pas la réalité. Quatrième chose, il faut qu'il agisse pour conserver le pouvoir. Cinquième chose, évidemment, pour la conservation du pouvoir, il a besoin de l'appui et du soutien du président Dos Santos pour que se passe dans ce pays ce qui s'est passé en 97, c'est-à-dire que les Angolais ont appuyé certaines forces pour l'accession au pouvoir. Et Laurent Sokoko révèle que devant cette démarche, le président Dos Santos est surpris et il pose la question. Il finit par poser la question à Laurent Sokoko qui avait mené la démarche pour dire est-ce vraiment le fils de mon ami Denis Sassou Nguesso? Et il vient me demander d'aller me salir les mains du sang de mon ami. Comment ça c'est? Ça signifiait que le président Dos Santos a donné une fin de non-recevoir. Mais devant cette fin de non-recevoir, d'après Laurent Sokoko toujours, c'est pas Mirasa qui invente, c'est Laurent Sokoko. Et sur l'Internet, tout un chacun peut se référer à la vidéo. Dit que devant cette fin de non-recevoir, Denis Krissé Sassou Nguesso s'est tourné vers le Rwanda et a, semble-t-il, a été entendu, semble-t-il, du côté du Rwanda, a été placé sous le parrainage là-bas et avec des engagements qui ont été pris, comme quoi il fallait que Corneille Nangaa, le responsable de l'AFC en RDC, et eux se battent pour être placés président. Oui, c'est bien. Mais souvenons-nous des drames que nous avons connus dans ce pays. Les drames de 1997 nous auraient coûté, semble-t-il, entre 400 000 et 500 000 vies humaines. Souvenons-nous de ce qui s'est passé au Rwanda après la mort du président Habyarimana, après que son avion ait été touché, semble-t-il, par un missile. Souvenons-nous. Donc, on ne peut pas parler de paix et ne pas être préoccupé par ce genre de situation. Surtout que cette situation peut permettre d'expliquer le problème de la présence sous une certaine forme des Rwandais au Congo et peut expliquer un certain nombre de choses. Et moi, je suis surpris devant le silence des gouvernants, le silence des institutions, le silence des partis politiques et certainement le silence des Congolais. Nous, les Congolais, nous savons assez souvent comment nous avons mis quelques bagages sur la tête pour essayer de trouver refuge ici et là. Il faut que cette période se termine. Mais pour que ça se termine, il faut la transparence, il faut la bonne gouvernance. Et sur ça, nous exhortons le président de la République à la clarification là-dessus. C'est un problème extrêmement important, c'est un problème extrêmement grave. D'autant que lorsqu'on se réfère à notre Constitution, l'article 15 de notre Constitution est clair. Tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ils ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé par rapport à son origine ethnique, par rapport à son origine familiale, par rapport à ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. Mais interrogeons-nous. Pourquoi cette situation d'une justice à deux vitesses? Pourquoi deux poids, deux mesures? Pourquoi ce qui a été fait avec rapidité pour Jean-Marie Michel Moukoko? Pourquoi ce qui a été fait avec rapidité pour Aimé Idever-Moani? Pourquoi ça devient un problème? Le fait d'être fils du président ne vous dispense pas d'un certain nombre de choses. Et c'est assez souvent parce que nous avons commis l'erreur. Et je rappelle aux Congolais, rédiger l'article 48 de la Constitution du 20 janvier 2002. On nous avait dit que le non-respect de la disposition sur l'obligation de déclaration du patrimoine entraînait immédiatement la déchéance des fonctions.
Si nous avons été vigilants, on aurait peut-être déjà réglé un certain nombre de problèmes. Mais comme nous avons choisi d'être silencieux, respectons nos lois, avançons. Mais sur ce problème, il faut que les gouvernants, en général, le président de la République, se rendent compte que ça crée un malaise dans le pays. Ça crée de la frustration. Ça fait apparaître comme s'il y avait eu des Congolais qui peuvent se considérer comme supérieurs aux autres, qui peuvent se permettre de poser des actes qu'ils veulent. Et il y en a d'autres qui sont là, à l'endroit de qui on agit immédiatement. Et le disant, je pense à ces nombreux morts que nous avons connus lors du débat sur les changements de constitution. Et sur ce changement de constitution, je crois qu'on aura une occasion d'y revenir. Là aussi, nous disons au président de la République qu'il faut que la loi s'applique. Nul n'est au-dessus de la loi. Tout en sachant que dans ce type de démarche, il y a toujours le respect de la présomption d'innocence. Et qu'une personne qui est mise en cause devrait plutôt accepter de passer par ces canaux pour que cette personne puisse être lavée si elle n'a rien à faire. Alors les Panama Papers, on ne dit rien. Les scandales économiques et financiers, on ne dit rien. Le pays est menacé. On parle d'un assassinat du président de la République. Ça passe. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Et il faut, à mon avis, au moment où on parle de la prochaine élection, si elle a lieu en 2026, je ne sais pas comment, au moment où on parle, semble-t-il, du dialogue, au moment où on parle peut-être d'une concertation politique, il faut que nous pensions à aller à la réconciliation nationale. Et moi, je souffre au fond de moi. Et nous sommes nombreux à souffrir, par exemple, de nous rendre compte qu'il est inacceptable que le président Massamba Deba n'ait pas de sépulture digne du rang qu'il a occupé dans ce pays. Et j'aurais même pu dire une sépulture en tant qu'humain. Ce n'est pas des choses que l'on devra accepter. Donc voilà, chers téléspectateurs, avant d'aller à la conclusion des aspects que je voulais aborder, maintenant pour aller à la conclusion, je dis les choses sont claires. Je rappelle que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est vrai que dans la constitution du 25 octobre 2015, il y a des choses à regarder, il y a des choses à reprocher qui font comme une discrimination entre certains Congolais. Mais ces choses-là devraient être réparées. Il faut que ça soit réparé correctement et que tous les Congolais soient égaux devant la loi. Et il n'y a aucune raison. Et tous les Congolais étant devant la loi, ils sont tous tenus de respecter les lois et règlements de la République. Je vois certains gouvernants plongés dans tel scandale. Et ça, ils ne sont même pas perturbés dans les fonctions qu'ils occupent. Ils continuent à y être. C'est pour ça que je dis, chers compatriotes, chers téléspectateurs, le président de la République a pris l'engagement de rendre compte au moment donné. Je les déplore ardemment, parce que s'il y avait des contre-pouvoirs dans le pays, ce n'est pas lui qui déciderait de ce moment, mais c'est les contre-pouvoirs qui devaient agir. Ça donne la preuve lorsqu'on parle du bon fonctionnement des institutions, qu'en réalité, nos institutions, comme le Parlement, l'Assemblée, le Sénat, ne fonctionnent pas bien. Le contrôle de l'action gouvernementale ne marche pas aussi bien qu'on le prétend. Et nous sommes aujourd'hui, j'ai lu dans une publication d'un Congolais qui dit, en fait, on parle de concertation ou de dialogue national parce que le pays est bloqué. Est-ce qu'on devrait attendre que le pays soit bloqué pour qu'on en parle? Est-ce qu'on devrait attendre la volonté de quelqu'un alors que lorsqu'on prend par exemple les articles 227 et 228 de la Constitution, il est dit clairement qu'il est mis en place un Conseil national de dialogue qui est un organe d'apaisement, de recherche de consensus pour tous les grands problèmes d'intérêt national. Comment on peut expliquer? Et un tel organe
jusqu'à présent n'a pas été mis en place. Évidemment, on a mis en place tous les organes qui devaient jouer un rôle pour plier comme ça a commencé. Le président Denis Sassou Nguesso sera candidat en 2021 et en 2026, etc., etc. C'est pour ça que je dis, pensons au Congo. Ayons à ce débat, et allons à ce débat. Et je pense qu'au moment où on rendra compte, ben, nous veillerons à ce que les aspects qui seront oubliés, que nous les rappelons. Mais nous évoquons déjà un certain nombre d'aspects que nous souhaitons voir lorsqu'on rendra compte sur ces situations. Et moi, je dis, le président de la République exemplaire, il ne peut pas être en confort. Il faut, et j'ajoute, le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Le président de la République ne peut pas, pendant plus de 20 ans, ne pas déclarer son patrimoine. Ce sont des situations extrêmement préoccupantes et ça donne le sentiment qu'il y a les lois qui sont faites pour les Congolais et pour les autres. Non, c'est les mêmes lois et nous sommes tenus de les respecter. Mais avant de finir, j'entends parler. Il y a beaucoup de bruit sur le dialogue, sur la concertation, etc. Je pense que si le problème est clairement posé, nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais je préfère déjà poser un problème. Dialogue, je ne sais pas. Concertation nationale, je ne sais pas. Mais quelle que soit la forme prise pour organiser une telle rencontre, il faut qu'une telle rencontre puisse avoir lieu dans un pays libre, pas un pays occupé par les Rwandais. Donc, je suppose que les gouvernants prendront les dispositions pour que si un tel événement doit se produire dans ce pays, qu'il n'y ait aucune présence des Rwandais dans ce pays. Et quand je parle des Rwandais, on se comprend avec les Congolais. Ce n'est pas les Rwandais qui sont venus en 1994. Ils savent bien de quoi je parle. Donc, il est bon que les gouvernants intériorisent le fait qu'il est bon de parler du dialogue. Mais avant qu'on entre dans les débats, dans ces débats de dialogue ou de concertation nationale, j'entends les voix déjà s'élever. Il est bon que nous prenions note sur le fait que si un tel événement doit se produire dans notre pays, aucun Rwandais ne doit être présent sur le territoire, surtout pas ceux qu'on semble, à qui on semble donner l'étiquette de militaires déguisés sous plusieurs formes. Il faut qu'ils soient hors du territoire national. Donc, chers téléspectateurs, c'est sur ce point que je termine notre échange de ce jour. J'espère avoir émis un certain nombre de choses, mais vous constaterez que pour un certain nombre de choses que nous évoquons, nous les ordonnons certainement différemment. Il y a plusieurs occasions, nous les avons évoquées. Et nous y reviendrons aussi longtemps que les gouvernants observeront de silence et n'apporteront pas des solutions aux problèmes qui leur sont posés. Et voyez maintenant dans quelle situation notre pays se trouve. Donc, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous au samedi 21 septembre 2024, tout en rappelant que c'est dur pour nous les retraités, c'est dur pour les étudiants, c'est dur pour plusieurs catégories de travailleurs qui n'ont pas de salaire, etc. Et le gouvernement devrait faire l'effort et l'appel de récupérer l'argent qui a été dilapidé du trésor public pour que les salaires, les pensions, les bourses des étudiants soient payés de façon concomitante. Et quand je parle des salaires, je suis vraiment bouleversé par les commentaires que je lis sur les réseaux sociaux. J'ose espérer que c'est faux quand je lis que non. En fait, le gouvernement a pu obtenir des banques qu'on paye les fonctionnaires de Brazzaville, de Dolisie et de Pointe-Noire et que les autres ne sont pas payés. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je crois qu'il faut que nous posons les véritables problèmes. Je rappelle aux gouvernants qu'ils ont pris l'engagement pour les retraités. Les retraités attendent de toucher 2 mois de pension. Et ils ont retenu de la réunion du 23 juillet que le Premier ministre a tenu avec les responsables syndicaux qu'avant 2025, il n'y aura plus d'argent. Et qu'en 2025, les retraités ne connaîtront plus
C'est sur ce, chers téléspectateurs, que je vous quitte et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. J'espère que vous avez été très intéressés par l'émission et je vous remercie pour votre aimable attention. À bientôt et nous ferons tout pour respecter notre rendez-vous. À bientôt.